Gueye, encore une fois, je suis extrêmement content de vous avoir ici. Et notre plateau, nous sommes très sélectifs parce que c'est pas un plateau de débat. Nous appelons les gens qui ont des choses à offrir. Et pour ce soir, on a parlé, n'est-ce pas, on a cette conférence pour les 300 000 Camerounais, jeunes filles qui devaient être vaccinées commençant cette semaine. Nous avons pensé qu'il faudrait que nous, n'est-ce pas, ajoutons nos voix, que nous demandons à ceux qui veulent soumettre ces enfants à des pratiques comme ça, qui, n'est-ce pas, ils ne sont pas d'accord pour ça. C'est pour ça que nous vous avons invité ici. Si vous pouvez peut-être vous présenter pour ceux qui voient cette vidéo, vous, n'est-ce pas, connaissent qui est en train de parler, ça va être une très bonne chose. D'accord. Disons que merci encore de l'opportunité que vous me donnez d'être présent ce soir sur cette plateforme. Qu'il me plaise de commencer déjà en vous adressant une fois de plus mes hommages et ma reconnaissance. Et par ailleurs, je ne saurais omettre de féliciter le docteur Charles Hobson, qui a reçu un prix il y a quelques jours ici pour l'ensemble des travaux qu'il a menés. Je crois que ça rejoint la pensée qui veut que voilà, une grande vie soit une vie mise au service d'une cause plus grande que soit. Alors quand je me suis plié à ce rituel que je veux civiliser, que je veux courtois, ce rituel de courtoisie, qu'il me plaise de dire, je suis Jean-Marc Ngos, baptisé comme étant l'Ompodol. L'Ompodol, dans la cosmogonie socio-anthropologique Bassa, renvoie au porte-parole du peuple. C'est le roi, c'est l'élu. Donc, après Oumniobel, je suis le deuxième Podol du Cameroun. Je suis à la tête du parti politique dénommé le PEA 48, le Parti de l'Esprit d'Avril 48, qui a un projet de société en béton, un projet qui répond à tous les besoins, à toutes les aspirations du peuple, de l'ensemble, du peuple camerounais en particulier, des Africains, voire de l'humanité en général. Pour peu qu'on soit objectif, pour peu qu'on prenne sur soi de s'arrêter un peu, de se détacher des spécificités. Parce que je dis toujours, il y a de politique pérenne qui est inscrite dans un mouvement syncrétique de dissolution de la spécificité dans l'universel. Donc, j'estime que la vocation politique, la politique qui a vocation à se pérenniser, est celle-là qui dissout en son sein toutes les spécificités pour laisser prévaloir, émerger le syncrétisme qui promeut l'ensemble. Donc la spécificité, ici, allez-y savoir, c'est l'appartenance à une tribu, à une ethnie, à un clan, à une famille, à une race. Mais chaque fois qu'on parle d'ensemble, cette spécificité disparaît et laisse prévaloir l'ensemble. Donc je dis donc, toute politique qui veut se pérenniser doit donc dissoudre les spécificités et mettre en avant l'ensemble. Donc, pour peu qu'on soit objectif, pour peu qu'on privilégie l'ensemble en lieu et place de la spécificité, on acquiescera avec moi qu'il est de bon ton que je sois le prochain chef de l'État camerounais. Et c'est ce que je suis. C'est une mission, comme j'aime à le dire, et non une ambition. Je ne peux pas ne pas être chef de l'État. Pourquoi? Non pas parce que je m'autoproclame prochain chef de l'État, encore que je fais la nuance entre prochain et futur, parce que le futur est aléatoire. Par contre, le prochain est obligatoire et il est scellé dans le temps. Et je dis encore, s'il m'était donné de départ le prochain chef de l'État camerounais, moi j'abandonnerais la politique. Parce que c'est une mission, j'entends l'accomplir. Mais pas l'accomplir seul, parce qu'on est dans une nation. Et parce qu'on parle de nation, on parle d'entités diverses. Parce qu'on parle de nation, nous sommes donc unis par une communauté de destin, d'où nous devons nous aller les uns vers les autres. Parce que j'aime à dire, nous sommes les héritiers
de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent. Quelle meilleure plateforme d'association que des opportunités comme celle-ci, qu'un parti politique? Et parce que nous sommes la providence de ceux qui naîtront, nous avons donc à penser la société, penser le monde, corriger ce qui n'a pas marché, et non venir en donneur de leçons, et non venir comme des inventeurs de la roue ou de la poudre. Nietzsche disait « tout va, tout revient », éternellement roule la roue de l'être. Rien n'est nouveau sous le soleil, mais il appartient à chacun de nous de comprendre l'essence de son existence. Pourquoi vivons-nous? Qu'est-ce que le monde, notre pays, le monde doit retenir de nous quand on sera parti? Et à ces questions-là, nous devons ensemble trouver des réponses. C'est pour ça donc que nous nous plions en quatre. Et je suis donc l'initiateur du quarantisme, qui est le tout premier courant politique africain, parce que l'Afrique jusqu'ici a copié des courants politiques comme le communisme, comme le socialisme, comme le marxisme, le léninisme, je dirais même le machiavélisme. Mais l'Afrique n'avait rien créé. L'Afrique avait un courant de pensée qu'on a baptisé le panafricanisme, mais il est resté purement courant de pensée, non courant politique. En ceci que la différence entre un courant de pensée et un courant politique est que le courant de pensée est plus théorique, idéologique que pratique. Par contre, le courant politique, lui, a la particularité d'être théorique, idéologique, mais aussi pratique. Pratique en ceci qu'il influence le fonctionnement des institutions. C'est donc pour ça que le quarantisme se définit comme étant ce néologisme-là, qui est une œuvre existentielle, qui stigmatise les égoïsmes et les aspirations égocentriques collectives dues à l'omnipotence mercantiliste dans des sociétés de plus en plus déshumanisées par l'aliénation matérialiste et la perte des valeurs humanistes. Donc, en résumé, le quarantisme est ce courant politique qui fait de l'homme une finalité et non plus un tremplin, tout au profit de l'homme et non au détriment de l'homme. Donc, le quarantisme va aller puiser dans le marxisme, dans le léninisme, même dans le machiavélisme, pour peu que ça serve le bien-être de l'humanité, le bien-être de l'humain, nous sommes preneurs. Donc, c'est ça le quarantisme de manière scientifique. Pourquoi avoir créé le quarantisme et non pas se rallier derrière les courants qui existent déjà? Il y a que je ne suis pas un adepte de philosophie populaire. Et je crois que c'est aussi ça le leadership, la capacité à innover, la capacité à penser différemment, la capacité à ne pas être un mouton de Panurge qui suit tout simplement. Parce que quand j'ai pris du recul, j'ai vu comment battu à l'école pour ce que j'ai souvent appelé une hérésie, une aberration. On m'a condamné à l'école de répéter à U et à Dia que le soleil se couchait à l'ouest et se levait à l'est. Alors que le soleil est un astre statique, la Terre tourne autour d'elle-même. Alors parfois, un versant de la Terre se retrouve éclairé, c'est le jour. L'autre versant, le rayon n'arrive pas, c'est la nuit. Alors à quel moment le soleil va se coucher puisqu'il est un astre statique? Alors en prenant du recul, j'en suis arrivé à la conclusion que je ne dois pas être un follower, un suiveur, un adepte de philosophie populaire. J'en suis arrivé à la conclusion qu'on dit souvent dans nos expressions, on met le point sur les i. Mais en prenant du recul, j'ai compris que le i est la composition de deux éléments, un bâtonnet plus un point. C'est cet ensemble qu'on appelle i. Donc si vous mettez un point sur le i, ça devient le i créma. Alors je crois donc que la capacité du leader, c'est de penser, d'innover et de ne pas suivre comme un mouton. Pour ceci, donc, j'ai innové, j'ai créé donc le quarantisme. Derrière le quarantisme, nous avons donc créé la kamacratie, le petit livre bleu qui est le petit livre, si vous voulez, qui est le système politique alternatif à la démocratie, qui a 2800 ans. Parce que depuis 2800 ans, le monde entier, pas seulement l'Afrique, n'a pas eu un système politique alternatif à la démocratie. Donc, quand vous disiez hier que vous n'êtes pas démocrate, on vous taxait de tous les noms d'oiseaux, vous étiez même un danger social. Mais la kamacratie vient corriger l'état de la démocratie qui a comme fils subtil l'autocratie. L'autocratie qui nous mène au népotisme, qui nous mène au tribalisme, qui nous mène à la corruption, qui nous mène à la prévarication, qui nous mène à tout l'état qu'on connaît aujourd'hui, le tribalisme et autres, les guerres civiles, les coups d'État.
sont les dérivés de l'autocratie qui est le premier fils subtil de la démocratie. Donc, à la démocratie dorénavant, l'Afrique, le monde entier opposera la kamakatie. Et je pense que si nous portons ensemble la kamakatie, nous ne pouvons plus nous plaindre de la gouvernance, nous ne pourrons plus nous plaindre des tares ou alors des dérives de la politique. Parce que la kamakatie a comme épine dorsale ce que j'appelais le tribunal d'évaluation populaire. Il était baptisé à la base le TDP, le tribunal du peuple. Mais mon père m'a fait la réflexion selon laquelle le pouvoir vient de Dieu. Est-ce qu'on doit juger le chef? Donnons l'impression qu'on le juge sans le dire. On a donc baptisé ça le tribunal d'évaluation. Donc on évalue la gouvernance, on évalue votre capacité à gérer la société, vos avancées. Dès lors que vous avez prêté serment, 3 ans plus tard, vous passez devant ce tribunal d'évaluation. Et là, vous courez le risque d'être destitué si vous avez commis des fautes. Par exemple, on va vous demander pourquoi la première dame a spolié le terrain d'un compatriote. Quelle a été votre réaction? Pourquoi votre fils a été recruté à la fonction publique avec 8 de moyenne alors que la norme c'était 10 de moyenne? Parce que la kamakatie instaure la déclaration ou impose la déclaration des avoirs, des biens dès l'entame du mandat. On va vous demander pourquoi à l'entame de votre mandat, vous avez déclaré 3 immeubles et 2 véhicules. Au bout de 3 ans, vous avez 45 immeubles et 600 voitures. Il faut bien justifier d'où ça vient. On va vous demander pourquoi vous avez posé la première pierre pour la construction d'un pont. Après, les travaux se sont arrêtés. C'est devenu une sorte d'éléphant blanc. On va vous demander pourquoi vous êtes sorti de l'hôtel avec un jeune, alors que, une mineure, alors que c'est contre les bonnes mœurs. On va vous demander pourquoi vous avez besoin de sodomiser un jeune pour le promouvoir dans la haute administration. Bref, la kamakatie contrôle donc les politiciens et fait de les souverains serviteurs du peuple qui reprend la main sur les politiciens. C'est donc ça ce que j'appelle le nouvel ordre mondial, parce que le pouvoir repart au peuple. Ça devient ce que la démocratie devrait être, selon Abraham Lincoln qui disait la démocratie, démos kratos, démos qui signifie le peuple, et kratos, le pouvoir créé par Solon en 658-540 avant Jésus-Christ en Grèce antique. Et ça, c'est né après qu'il ait observé ça en Égypte, parce que l'Égypte antique, la haute et la basse Égypte, était régulée par la Mahat. Et la Mahat donc était, si vous voulez, cette doctrine qui régulait la vie dans la société égyptienne. Selon donc observé ça, il a instauré ça en Grèce, il appelait ça la démos kratos. 10 années plus tard, ça a été perfectionné par Clisthène, parce que Solon avait rédigé des lois, et Clisthène est venu là créer des institutions, mais en dévaluant la magistrature suprême pour les riches et les assemblées pour les pauvres. En 1865, le 16e président des Américains, Abraham Lincoln, a défini la démos kratos comme étant le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ceci n'a jamais été réel dans les faits. Le peuple n'a jamais eu le pouvoir depuis 2800 ans. Donc, les gens disent le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial n'est pas le pouvoir des sectes, des big pharma, des lobbies de la finance sur le monde, parce qu'ils ont toujours eu le pouvoir. Le nouvel ordre mondial est la reprise de la main du pouvoir par le peuple, qui dorénavant a la capacité à démettre un chef à mi-parcours de son mandat, c'est-à-dire 3 ans. Donc, tous les 3 ans, chaque élu passe devant le tribunal d'évaluation populaire. C'est l'épine dorsale de la kamakatie qui a son modèle électoral qui repose sur 7 piliers. Elle a le Conseil national de la communication qui garantit la liberté d'expression, qui redonne le 4e pouvoir au pouvoir. Le pouvoir au 4e pouvoir. On a le Conseil national de médiation qui interdit les manifestations parce qu'il recense toutes les doléances du peuple et il les transmet aux législateurs. Parce qu'il faut dire qu'on grève, on marche, on manifeste, parce qu'on veut attirer l'attention des législateurs, on veut être entendu. Nous créons donc un organe qui recense les doléances du peuple et qui informe aussi aux législateurs, qui en prend note et en prend acte. Faute de le faire, il peut être destitué devant le tribunal d'évaluation. Donc, ça fait donc que nous disons que gérer, c'est prévoir, prévoir, c'est anticiper. Vous pouvez avoir un adversaire politique qui sait que vous allez passer devant le tribunal d'évaluation populaire en juillet. Il organise une marche en février pour qu'on vous destitue. Parce que les forces de l'ordre vont tirer sur la population
et ça peut valoir une destitution. Bref, je m'arrête là pour l'instant pour dire que voilà, j'estime que notre rôle de leader, c'est aussi de penser la société sans pour autant chercher à faire l'unanimité, parce que même Dieu a créé l'humanité, mais là, j'ai même fait l'unanimité. Et j'estime toujours qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être 12 bons que d'être 12 000 cons. Et je dis, 12 000 cons ne valent pas un seul bon. Donc, si nous sommes ensemble et qu'on porte une telle vision pour le continent, pour notre pays, pour l'humanité, il n'y a pas de raison que nous n'entrions dans l'histoire. Donc, voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Maintenant, pour le reste, bon, je suis innovateur de fusil d'assaut, je suis dans les nouvelles technologies. Bref, c'est toujours difficile de faire son autoportrait. Au fil du temps qui passe, j'ai de plus en plus de peine à parler de moi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je suis cet homme qui veut toujours passer les 9/10 de son temps à se battre pour les autres. Donc, je veux que quand j'aurai terminé d'écrire le code Kama, c'est ça le code Kama Afrique, le commande d'une libération par la kamakassie et le carantisme. Dans le code Kama, c'est le petit livre bleu qui a vocation à être le livre de chevet de tout noir, de tout Africain, comme le petit livre rouge était le chevet des Chinois et qui a développé la Chine d'aujourd'hui. Parce que dans la kamakassie, on a comme pilier l'OCSEA, l'organe chargé de la sécurité économique et alimentaire. On a le tribunal du peuple, on a le Conseil national des médiations, le Conseil national de la communication. On a comme autre pilier le système judiciaire, le système électoral. Et le système judiciaire de la kamakassie instaure 2 salles annexes dans les tribunaux, les tribunaux qu'on appelle le juricium et le témonitorium. Le témonitorium sont des salles où les témoins déposent en toute discrétion, en toute sécurité. Et les juriciums sont les salles où les membres du jury siègent et rendent leurs délibérés en toute discrétion, en toute sécurité. Donc, ça fait donc que ces 2 salles annexes contribuent à l'émanation de la victoire, de la vérité. Et elles ont des microphones qui ont des convertisseurs vocaux. Donc, votre propre enfant, votre épouse peut témoigner contre vous. Votre frère peut être membre d'un jury contre vous sans que vous ne le sachiez. Ils assistent à votre jugement derrière une salle vitrée. Ils rendent le verdict et les magistrats professionnels ou alors le Conseil constitutionnel prononce le verdict en fonction des lois et des règlements de la République. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire de manière globale. Merci encore. C'est notre plaisir. Et je vous ai dit la dernière fois, je vous connaissais pas avant, mais c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous connaître. Nous existons depuis 8 ans. Et notre effort, c'est d'exposer les personnes comme vous avec leurs idées, pour que les citoyens, n'est-ce pas, vous connaissent, pas parce qu'on les a parlé de vous, mais parce qu'ils vous connaissent eux-mêmes. Donc, nous sommes encore très, très, très flattés que vous ayez, n'est-ce pas, accepté ce rendez-vous. Et ça nous sommes honorés. Parce que, à ce moment, on va peut-être laisser Dr. Charles se présenter. N'est-ce pas? Vous avez vous pouvez parler autant que vous voulez, parce que nous n'avons pas une limite de temps pour ce dialogue. Monsieur, bon, je risque d'avoir des problèmes de power là maintenant, apparemment, mais je vais quand même parler. Peut-être c'est ça. Il va falloir que... Bon, de toute façon, je suis le docteur Hobson. Je suis un médecin orthomoléculaire qui a été formé aux États-Unis. Avant de commencer mon propos, je voudrais remercier le président et vous-même, Monsieur le Président Samuel, pour l'opportunité que vous me donnez de parler un peu de ma vision de l'Afrique sur le plan de la santé. Merci, Président, pour les félicitations. Je suis très impressionné par la présentation que vous venez de faire là. Je pense que
c'est vraiment riche en érudition et en édification. Ce que je peux suggérer, puisque ça a rempli mon cerveau en quelques minutes, c'est peut-être mieux de faire des petites vidéos de 3 minutes pour poster en ligne comme une sorte de lecture, essayer d'édifier le plus grand monde possible, pour que les gens comprennent réellement ce que vous entendez par cette nouvelle démocratie. Parce qu'il faut vraiment que l'Afrique sorte de la logique de la copie, hein, copie conforme, comme on le fait chaque fois que l'Occident nous dit vacciner les gens, on saute dessus, on vaccine les gens. Quand on nous dit prenez telle molécule, tout le monde saute dessus, y compris ceux qu'on appelle des soi-disant intellectuels africains. C'est des gens qui sont bourrés de diplômes, mais qui n'ont pas du recul devant les situations pour comprendre que l'Afrique a quand même ses spécificités, ses forces et ses faiblesses, et qu'on ne doit pas forcément copier. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, qui est considéré comme le siècle de l'éclairage, il n'est pas question aujourd'hui que quelqu'un puisse avoir le monopole de l'intelligence, hein, dans tous les domaines, tous les secteurs possibles. Donc, qu'on arrête de continuer à penser que pour, par exemple, résoudre un problème de santé en Afrique, il faut avoir recours à l'OMS, il faut avoir recours aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite. Je pense que la COVID nous a donné l'opportunité de nous réaffirmer et de comprendre qu'on peut faire beaucoup de choses. Pas seulement pour le Cameroun, l'Afrique, mais également pour le monde entier. Moi, j'ai toujours été considéré comme quelqu'un qui veut travailler pour l'Afrique et pour le monde. Je ne me suis jamais vu comme quelqu'un qui voudrait faire des choses de manière isolée. Et ce combat-là, je le mène depuis plusieurs années. Ce n'est pas pour rien que j'ai osé il y a 2 ans déclarer que l'Afrique va soigner le monde. Je l'ai dit il y a 2 ans, je n'ai pas attendu la COVID pour le dire. Parce que j'ai des convictions et il y a suffisamment de documentation scientifique aujourd'hui qui prouve que l'avenir de la médecine, c'est en Afrique. Parce que nous avons énormément de richesses en matière de plantes, hein, en matière de minéraux, que nous pouvons transformer pour soigner le monde entier. Et non pas soigner le monde entier dans la tricherie, non pas soigner le monde entier dans le mercantilisme, hein, que font les grandes firmes, vous les connaissez, mais soigner l'humanité pour réellement élever les gens et leur permettre d'atteindre leur potentiel optimal. Alors, il n'y a pas de raison que les gens puissent mourir de manière prématurée et les gens continuent à mourir de manière prématurée aujourd'hui, alors que la science nous prouve le contraire. Tout le monde peut vivre jusqu'à 110 ans. Il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a que des malades incurables. Mais l'Occident nous fait croire que quand on a des maux de tête, au lieu d'aller prendre un verre d'eau, on doit prendre une molécule qui a été fabriquée par l'être humain, on ne sait pas dans quel laboratoire, parce qu'ils veulent continuer à nous garder dans cet état d'esclavagisme, hein, d'asservissement total, aussi bien culturellement, scientifiquement que sur le plan de la santé. C'est vraiment dommage. Donc, moi, quand j'ai lancé mon combat, je ne l'ai pas lancé aujourd'hui. Il y a 4 ans, j'ai développé un produit contre Ebola qui s'appelle Stop Ebola. Je l'ai présenté à l'OMS à Yaoundé lors de mon passage au Cameroun. Ils ont vu la pertinence de mes recherches, mais ils m'ont ignoré parce qu'ils ont trouvé que je suis une menace pour eux. Mais je n'ai pas baissé les bras. Aujourd'hui, les gens me découvrent à travers la COVID. Je n'ai pas commencé par la COVID. Quand je suis arrivé au Cameroun il y a quelques années, de passage, j'ai proposé qu'on éradique le paludisme. Et j'ai dit, j'ai un produit qui s'appelle Stop Palu. On a 2 ans pour oublier le palu au Cameroun, de manière préventive. Toutes ces idées-là, je les développe parce que j'ai des convictions, hein, en tant qu'être humain, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, qu'il y a mieux que ce qu'on nous offre aujourd'hui. Et que je ne peux pas me laisser berner par les grands titres des gens qui disent je suis professeur agrégé de médecine, de ma couille, parce qu'on ne fait rien du tout dans tout cela. Et nous, on produit les choses. On transforme la vie des gens tous les jours. Quand quelqu'un vient me voir et me dit, docteur, ça fait 5 ans que je tourne dans les hôpitaux, je ne trouve pas de solution à mon problème, je trouve des solutions, il m'envoie des remerciements. C'est ça le plus important pour moi dans la vie. Ce n'est pas gagner beaucoup d'argent. Parce que je pense que je n'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour vivre. J'ai juste besoin du peu. Donc, je suis à ma disposition pour vivre. Donc, mon rôle n'a pas été compris, ma mission n'a pas été comprise malheureusement au début de la COVID parce qu'en février, au moment où on parlait de la COVID en Chine, j'avais déjà formulé un produit. Hein, et en mars, j'ai commencé à parler de mon produit. J'ai été attaqué par les gens. Malheureusement, nos frères, nos propres frères,
africains, c'était les premiers à m'attaquer, à me dire que tu sors d'où, toi tu es qui, pourquoi tu peux avoir un produit qui va soigner les gens. On n'a même pas encore, il y a un directeur d'un grand hôpital ici à Douala qui m'a dit, attendez, vous rêvez monsieur, vous rêvez parce que ce virus n'a pas encore été codé génétiquement aux États-Unis. Et vous venez nous raconter des histoires que vous allez trouver une solution là-dessus. Et je lui ai dit, monsieur, docteur, avec tout le respect que j'ai pour vous, tout le respect que j'ai pour vous, je veux vous dire quelque chose. Vous savez que, c'est la question, vous savez que chaque virus sur la face de la Terre, qu'il soit un virus naturel ou manufacturé, transformé dans un laboratoire, a un antidote naturel, il me dit oui, mais je vous dis toujours que votre produit n'est pas encore été prouvé et je ne peux pas l'utiliser, le conseiller aux gens. Il avait déjà une personne infectée là-bas. Je lui ai dit, donnez-moi la personne. Je m'en vais rencontrer la personne. Vous avez peur de la personne, mais je vais vers la personne pour lui parler. Il dit, non, non, monsieur, écoutez, je ne vais pas entendre parler de ça. Ok, j'ai dit, d'accord. D'ici quelques mois, vous allez entendre parler de ça. Je lui ai dit dans son bureau. Ok? Et aujourd'hui, on a prouvé, parce que ce n'est plus au hasard, les gens voient l'efficacité des médecines naturelles et c'est une bonne chose pour l'Afrique. Je pense que ça peut permettre à l'Afrique de se libérer et de faire plusieurs choses. Et... Oui, je sais, on a perdu Dr. Charles. Ça va prendre un peu de temps. Bon, c'est un travail qui doit être fait, qui va prendre un peu de temps. Donc, c'est pour ça que je disais au président qu'il a fait un exposé vraiment clairvoyant tout à l'heure. Ce que je peux lui suggérer, et je pense que c'est quelqu'un qui est dans la technologie. Vous savez, les gens apprennent à petite dose. Donc, s'il peut faire des petites vidéos de 3 minutes pour faire cet exposé-là et faire même une trentaine de vidéos de sorte de lecture, vous allez édifier peut-être des milliers ou peut-être des centaines de milliers de personnes. Et cela va vraiment faire avancer l'Afrique. Donc, moi, mon travail va continuer. Les gens m'avaient fait des menaces au début du mois de mars. Presque chaque jour, je recevais des menaces où les gens me disaient que « Monsieur, arrêtez de faire des publications sur votre produit. Il n'y a pas de remède pour la COVID. Arrêtez de le faire, sinon vous allez subir des poursuites judiciaires. » Ça ne m'a pas découragé. J'ai foncé, j'ai continué à le faire. On a lancé une campagne contre moi dans les réseaux sociaux en avril. Et ça ne m'a pas découragé, j'ai continué à le faire. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Donc, vraiment, je pense que nous sommes ici pour permettre à l'Afrique de s'élever et s'éveiller. Et nous autres, nous l'avions fait. On avait pris cette décision il y a plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. C'est peut-être aujourd'hui qu'on commence à se faire découvrir. Et on va continuer à lutter jusqu'à la fin de nos jours pour que l'Afrique soit réellement le continent du 21e siècle. Et Président, comme je le dis encore, votre plateforme est formidable, elle est très riche et je pense que ce serait une très bonne chose que vous puissiez la présenter de manière structurée, mais avec des petites doses, parce qu'il y a trop d'informations au même moment et il y a très peu de gens qui vont vous suivre. Si vous leur donnez ça en 1 heure de temps, au lieu de leur donner ça peut-être en 3 minutes, petite dose de 3 minutes. Merci. Merci, Dr. Charles. Je suis vraiment flatté. Et je vais peut-être participer aussi au débat, aux discussions, compte tenu des personnes, des Africains, pas nécessairement les intellectuels. Il y a tellement de grandes têtes en Afrique qu'on n'a pas besoin de souffrir en Afrique. Tout le monde devrait avoir le travail en Afrique. Donc, l'autre problème, c'est les structures que nous avons sur place, le système que nous avons sur place. Et pour ma part, pour arriver là où nous devons aller, je vous ai dit la dernière fois que je suis aux États-Unis depuis 36 ans. Je suis venu ici fréquenter, j'ai fréquenté et le diplôme, j'ai travaillé presque partout. So, je connais beaucoup de choses. Et comment les sociétés comme les États-Unis fonctionnent. Et c'est pourquoi je dis qu'en Afrique, on a besoin seulement de canaliser nos efforts et puis être organisé. C'est tout ce qu'il nous faut en Afrique et on a besoin de rien. Par exemple, c'est pourquoi ici, maintenant, nous allons construire sur ce qu'on a commencé ici.
Depuis 8 ans que j'ai ça. Nous avons cette télévision et nous appelons Alternative to Big Media. Nous sommes l'alternative pour les gros médias comme les France Inter, les CNN, les BBC. Parce qu'on a pensé, on s'est rendu compte que ce sont des machines de propagande qui généralement essaient de maintenir l'Afrique là où il est. C'est justement pourquoi on a commencé ça. Comme le président a dit, ce n'est pas question de quantité, c'est la qualité. Parce que même dans le monde maintenant, ceux qui dominent, ils ne sont même pas nombreux. Il y a des poignées là, des poignées qui veulent contrôler le monde. Donc, c'est dans ce sens que je pense qu'ensemble, travaillons main dans la main. On fera pour notre population. C'est pourquoi j'ai convoqué cette réunion pour parler de 300 quelque chose de filles, de jeunes filles de 9 ans qui vont être vaccinées au Cameroun. Non, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que les documents sur ces vaccinations n'ont pas été même signés. J'ai des documents qui n'étaient même pas signés. Et comme vous avez dit brillamment, il y a des personnes qui sont supposées nous diriger, qui signent ces contrats ou alors qui obligent les enfants. J'ai des formules qu'ils veulent utiliser pour vacciner ces enfants contre le gré de leurs parents. Même les parents ne doivent même pas être au courant parce qu'on dit de les vacciner à l'école. Partout où il y a des enfants, où on peut avoir des enfants, il faut les vacciner sans savoir, même pas l'autorisation de leurs parents. Et ma connaissance, c'est qu'on ne fait pas ça aux États-Unis où je suis. Donc, il fallait maintenant que nous sachions que non, on a nos intérêts, comme nos enfants, les petits-enfants comme ça, qu'on doit protéger. Parce que ce sont les innocents. À 9 ans, on ne connaît rien. À 9 ans, vous l'envoyez à l'école, c'est pour apprendre. Mais s'il y a des prédicateurs, s'il y a qui viennent là-bas, venant de, n'est-ce pas, de Washington ou bien de Paris, avec leurs ambitions, quels que soient leurs objectifs, vacciner les innocents. Et nous ne disons rien, c'est qu'on a failli. On a failli. C'est justement pourquoi je suis extrêmement important de vous écouter, et surtout le président, parce que nous sommes du média. C'est à nous de nous rassurer qu'on l'a écouté. Parce que c'est notre problème là. Nous, aux États-Unis, je sais qu'ils marchent, ça marche ici, ils sont les premiers puissants du monde parce que les gens ne sortent pas de leur spécialité. Je sais que Dr. Charles est un docteur. Quand il y a un problème de médecine, je vais voir le Dr. Charles. Je n'ai pas argue avec lui. Il me dit ce qu'il pense. C'est ça, c'est ce que les Américains font. Jusqu'à récemment, n'est-ce pas, maintenant, c'est devenu la politique. Les gens, maintenant, ce n'est plus comme ça. Mais quand les États-Unis étaient la puissance, c'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Et je pense aussi que nous, aux États, en Afrique, si nous reculons et basons notre système sur nos environnements, ce que nous connaissons. Parce que si je vous dis, je suis venu ici en 85 pour aller à l'école. Je n'ai même pas voulu être la nationalité. Parce que je voulais faire ça vite et rentrer travailler au Cameroun. Parce qu'à l'époque, quand tu étais un ingénieur au Cameroun, tu n'enviais rien à personne. Ce n'est pas parce qu'il touchait des millions, c'est parce que la vie, n'est-ce pas. Donc, j'ai fréquenté, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je pense que c'est aussi possible maintenant. On n'a pas des industries, on n'a rien au Cameroun. Et maintenant, il suffit qu'on s'organise. Tous ceux qui aimeront travailler auront le travail au Cameroun. Nous savons comment ça peut se passer. Mais l'ennui maintenant, c'est se positionner, c'est vraiment éduquer les gens, informer les gens, parce qu'ils sont au Cameroun maintenant, par exemple, en Afrique, par exemple, nous sommes intoxiqués par la propagande, qu'on ne peut rien.
n'est-ce pas, qu'on doit accepter ce qu'ils nous disent. Parce que pour le COVID-19, que le docteur a dit, tout ce que nous faisons en Afrique, là, ça a été écrit par une ONG comme l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est rien d'autre que les ONG. C'est vraiment pas... C'est les ONG, c'est comme la plateforme que nous on parle maintenant, là. Nous sommes les ONG comme eux. Ouais. Mais la différence, c'est qu'ils ont rencontré, ils ont fait la propagande avec les anciens chefs d'État, avec les riches comme les Bill Gates, et puis les riches, et puis ils écrivent les choses que nous suivons en Afrique comme les bêtes. Vous voyez, c'est la seule différence. Et que nous ne connaissons pas ce que nous voulons. Parce qu'il suffit que nous restions, vous les intellectuels, vous les connaissances, on s'assoit, on définit ce qu'on faut pour la santé au Cameroun. On ne leur demande pas. On fait comme eux, on écrit, on expose, on appelle la presse, ils disent ce qu'on pense faire pour la santé en Afrique, pour toute autre chose. Parce qu'on n'a pas besoin de la France pour faire quoi que ce soit en Afrique. Par exemple, si on avait notre monnaie, on crée n'importe quelle industrie là-bas au Cameroun parce que tout ce qu'il y a là, il y a la main-d'œuvre là-bas. On prend notre argent, on les utilise. C'est maintenant qu'on a besoin de devises, qu'on peut parler de francs, de dollars et tout ça. Mais à l'intérieur, on a suffisamment d'argent pour faire tout ce qu'on a voulu, tout ce que nous avons besoin. Mais ouais. Il faut débattre, qu'il faut aller maintenant parler à France pour voir s'il va accepter qu'on sorte de leur monnaie coloniale. C'est un problème, parce que c'est à nous maintenant, de nous organiser comment on va gérer nos sociétés. C'est pas à eux. On n'a pas besoin de demander ce qu'ils pensent. C'est ma façon de voir. Et c'est pourquoi je suis très content de voir le président qui a élaboré, n'est-ce pas, les gars là. Et nous, on peut les exposer. On peut faire des conférences ici aux États-Unis, en France, en Belgique, partout, les amener qui parlent aux Africains. Pas aux Camerounais seulement, aux Africains. Parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Parce qu'on a besoin d'écouter des gens qui peuvent, n'est-ce pas, raisonner. Et comme je vous l'ai dit, je lui ai dit l'autre jour, c'est pas, on arrive, il a dit clairement, le pouvoir, on ne se donne pas, Dieu qui donne le pouvoir. Parce que vous soyez ceci ce soir, ce n'est pas parce que vous avez voulu. Ouais. Je vous ai ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis très fort ou quoi que ce soit. Dieu a voulu que vous soyez ici aujourd'hui. Tout à fait. Il n'y a même pas... Si vous commencez à réfléchir dessus, c'est là où vous perdez votre raison. Dieu a voulu qu'on soit ensemble ici ce soir. C'est ce que je connais. Le président, Dieu veut mettre les gens au sommet, les mettre au sommet. It doesn't matter how. C'est pas ça. Vous pouvez lutter, vous pouvez tuer tout le monde, vous ne serez pas président si Dieu n'a pas voulu. That's it. Donc il y a... Mamadou Grand Coulibaly en Côte d'Ivoire nous parle. Il était Premier ministre, il avait tout pour être président. Il est mort quelques mois avant. Voilà. Tout à fait. Donc, je préfère vous laisser parler, mais mon objectif ce soir est atteint. Et je souhaite qu'on n'est-ce pas, construit sur cette base. Et bien, ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la quantité. Nous ne sommes pas derrière la quantité. Et comme mon expérience aux États-Unis et dans le monde, ceux qui gèrent ce monde, c'est un petit poignet. Je ne vais pas dire ce qu'ils ont. Peut-être qu'ils sont très riches, peut-être qu'ils sont très savants, mais on doit gérer notre pays, notre continent. On ne va pas laisser les autres venir nous imposer les choses. C'est à nous de nous asseoir, élaborer des choses que nous voulons voir. Parce que pour le cas du Cameroun, il faut 2, 3, 4 personnes qui écrivent des choses et viennent exposer. Maintenant, nous les Camerounais, nous sommes prêts. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit qu'aller gréver. Beaucoup vont. C'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative.
Ouais. Mais si on vous avait écouté, on écoutait tout le monde, on allait peut-être avoir le bon choix de dire que non. Maintenant, je peux aller, n'est-ce pas, au champ. Parce que je me rappelle au Cameroun, ce qui a maintenant dégradé le pays beaucoup, la ligne de chemin de fer qui quittait peut-être Yaoundé pour Konsamba, c'est ça qui a peut-être détruit beaucoup de ces pays. Parce qu'à chaque vacances, on ne pouvait pas attendre les vacances pour entrer dans ce train-là, travailler, pour moi, par exemple, j'allais à Loum, où il y avait mon oncle. Mais partout, on s'arrêtait, on achetait les choses en route. Et c'était une économie là autour de ces trains-là. Dès qu'on a arrêté, c'est comme ça le pays est devenu ce qu'il est devenu. Donc, on a tout ce qu'il faut. Je vous dis aujourd'hui avec beaucoup d'humilité. On a tout ce qu'il faut. Et il faut seulement qu'on se rencontre comme ça, on canalise nos efforts. Il y a beaucoup qui veulent détruire. Je suis un exemple, il y a beaucoup qui ne veulent pas que nous sortons de là où nous sommes. Mais ce n'est pas à eux de nous définir. Nous devons être dehors là avec une proposition. Parce qu'on dit que la nature a horreur du vide. Ça, on va proposer. Si vous ne proposez pas quelque chose d'important, voilà, les gens vont faire ce qu'ils connaissent. Donc, je suis encore extrêmement content. Et comme j'ai dit, j'ai profité ici pour dire que le président, on vous connaît beaucoup parce que les gens m'ont envoyé de vos vidéos et tout ça. Ils vont parler de vous. Mais nous sommes prêts. Parce que nous ne voulons pas nous présenter comme les partis, mais nous sommes les médias, n'est-ce pas? Ouais. Et notre objectif, c'est d'informer le public, éduquer les autres, qu'ils ouvertement, comme la démocratie, comme on dit, ce n'est pas la démocratie, je vais vous dire ça aujourd'hui, surtout ce que vous avez en Afrique, ce n'est pas une démocratie à tort. Parce qu'il y a une démocratie à l'Occident, il y a une démocratie à l'africaine. Parce que la démocratie à l'Occident, c'est le bottom-up. Démocratie africaine, c'est le top-down. Ça veut dire que eux, pour la démocratie, pour eux, c'est qu'ils vont choisir, n'est-ce pas, une personne, ils mettent à la tête du Cameroun. On lui donne l'armée. Et puis, quand ils viennent de Paris ou bien de Washington, celui-là lui signe leur contrat. Ça, c'est la démocratie pour eux, pour l'Afrique. Alors que là où je suis, notre démocratie, le maire, beaucoup des Américains ne connaissent pas qui est président ici parce qu'ils n'ont pas besoin de lui. Dans la ville que nous sommes, nous avons notre police, nous créons nos écoles, nous avons nos hôpitaux construits par la ville, que nous sommes autosuffisants. C'est comme ça la démocratie ici. C'est pourquoi nous créons nos emplois dans la ville. Je parle du système de la ville. Chaque ville. Je ne parle même pas de Delta. Même l'État, c'est des structures qui, n'est-ce pas, ils ont leur rôle, comme ils peuvent peut-être dire les taxes, les trucs globaux. Mais les villes, ils ont tous pour vivre comme, n'est-ce pas, ça c'est la démocratie à l'Occident. Mais chez nous, pour signer un papier d'une ville, d'un village, il faut aller à Yaoundé. C'est ça maintenant, ils aiment ça. Les Européens aiment ça. Parce qu'ils vont venir, par exemple, vous prescrire les vaccinations. Ils écrivent, comme j'ai le dossier, ils vous disent, OK, monsieur le président, il faut envoyer les gens dans toutes les villes, lisez-les ça, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut les amener à l'école, il faut faire ceci, les directives. Et maintenant, on applique ça comme les moutons. Ça fait horreur. Ouais. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut exposer les personnes comme le président avec leurs idées pour l'Afrique, pas pour le Cameroun, mais pour l'Afrique. Ouais. Et c'est dans ce sens, comme je vous ai dit, nous sommes les ONG, nous sommes les ONG aussi. Et j'avais, n'est-ce pas, et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons nous identifier des personnes comme vous et faisons ce que nous pouvons
pour les exposer. Et ce que nous faisons, c'est que nous organisons des conférences de presse. Vous voyagez, vous parlez, on vous amène par exemple au Congrès américain pour que vous parlez de votre pays, n'est-ce pas? On a des audiences, c'est pas que on a des gens là-bas, c'est comme ça fonctionne ici. Si vous voyez des personnes qui ont... Parce que ces Anglais, les congressistes, par exemple, en Amérique ici, ils ont besoin d'être connus comme vous. Ils ont besoin qu'on dise qu'ils font quelque chose. Donc, ils seront contents de voir des personnes comme vous qui vont parler de l'Afrique avec autorité. Ouais. Parce que ceux qui reçoivent souvent ici avec l'Afrique, ils viennent demander, ils viennent commander, il faut nous envoyer ceci, il faut nous envoyer là, c'est ça. Mais des gens qui viennent parler avec autorité, you know, il n'y a pas beaucoup, et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons amener. Que ce soit en France, je ne connais personne en France, mais on peut organiser les conférences là-bas, on peut appeler les autres. On recherche ce qu'on a besoin pour faire des conférences là-bas pour vous, des tournées, que les Camerounais vont vous voir, les Africains vont vous écouter. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut faire. Il n'y a pas que vous, il y a d'autres qui ont des esprits. On vous écoute et puis on sait qui a de bonnes intentions pour les autres. Comme je vous ai dit, je vous ai invité pour parler. Et moi, personnellement, c'est pas... Je veux seulement juste, n'est-ce pas, clarifier pourquoi nous sommes là. Et si vous voulez ajouter quelque chose, c'est une bonne chose. Ok, merci encore. Merci des conseils, mon cher Dr. Charles, que j'ai eu du plaisir à recevoir dernièrement à ma résidence à Douala. Ça a été un très bon moment. On a fait une vidéo de sensibilisation ensemble contre la campagne de vaccination sur le cancer du col de l'utérus sur les fillettes. Donc, merci encore pour ces conseils-là. Mon cher Samuel, je t'adresse aussi mes hommages et mes sincères remerciements parce que je dis, as I usually said, God's will is the best will of life. And I think we should build together by putting God first, neighbor second, and self last. So, this is simply in accordance with what you just said. Donc, c'est en symbiose avec ce que tu as dit tout à l'heure. Et parce qu'on parle de Dieu, je comprends simplement quand je t'ai écouté sur la vision globale que tu as. Je dis, il n'y a pas de hasard. Encore que même dans le hasard, il y a Dieu. Parce que Einstein disait, le hasard est le nom que Dieu prend quand il décide d'agir de manière incognito. Donc, quand Dieu veut élever quelqu'un sans être taxé de partial, sans être jugé, il arbore un manteau qu'on appelle le hasard, mais en réalité, c'est lui qui a l'œuvre. Ça veut dire, par exemple, que vous n'avez jamais joué au jeu de hasard, mais vous avez 500 francs en poche, vous dites à votre ami, au lieu d'aller au travail et arriver à l'heure, je cours le risque de marcher à pied et d'arriver en retard. Je peux être renvoyé, mais avec les 500 francs que j'avais pour le transport, je vais jouer au jeu, au loto qui a cours aujourd'hui, où on risque de gagner 1 milliard. Et puis vous jouez, votre ami lui va au travail, il arrive à l'heure, vous avez joué avec vos 500 francs, vous avez arrivé en retard, on vous renvoie même. Mais le soir, quand les résultats tombent, vous avez gagné 1 milliard. Mais cet ami n'en voudra jamais à Dieu. Parce que pour lui, Dieu n'est pas injuste, c'est tout simplement le hasard. Pourtant, Dieu avait prévu de vous donner 1 milliard par ce carnaval là. Donc je dis, même dans le hasard, il y a Dieu. Quand je l'ai dit, je veux dire quoi ici? Je me suis souvent défini comme étant le roi David. Le roi David des temps modernes, qui doit succéder à Saül, qu'on appelle Paul dans le livre gréco-romain. Parce que chez les gréco-romains, c'est Saül qui est Paul. Donc, aujourd'hui, quand je vois donc Samuel, le prophète Samuel a accompagné le roi David. Donc, ça me touche et ça me parle. Ça me touche et ça me parle. Tout à l'heure, dans ma présentation, je me suis rendu compte que ma caméra
était désactivé. Voilà le petit livre bleu dont je parlais, livre sur le code Kama, où l'on commande une libération à travers la Kamakassi et le carantisme. Donc, c'est un petit livre bleu qui sera très riche et il a vocation à être le livre de chevet de tout Africain. Donc, pour revenir à la santé, derrière ce courant politique, le carantisme, derrière le système politique, la Kamakassi, encore que j'ai dit, le nom Kama renvoie au nom originel de l'Afrique. Parce que l'Afrique était cette région ensoleillée où vivaient les Noirs, c'est elle qu'on appelait Kama. Chez les hindous, Kama désigne le dieu de l'amour, qui est l'époux de Rati, la déesse de la volupté. Donc, Kama ici, c'est donc l'amour. Kama, c'est la région ensoleillée où vivaient les Noirs. Et puis Kratsi, le suffixe Kratsi vient de Kratos, qui renvoie au pouvoir en langue grecque, en langue hellénique grecque, parce que je dis, la Kamakassi a vocation à être internationale. Elle a vocation à ne pas s'enfermer seulement au Cameroun ou en Afrique, puisqu'elle va au chevet du monde. Parce qu'avec la Kamakassi, par exemple, on a vu les gilets jaunes marcher en France. Le président Macron aurait été destitué parce qu'il ne remplit pas les attentes du peuple. En Biélorussie aujourd'hui, où on a des marches de population qui descendent dans les rues avec les violences policières que ça constitue, non, on aurait simplement appliqué la Kamakassi. On voit aux États-Unis avec les Black Lives Matter, les citoyens qu'on tue à tort à travers sous prétexte qu'ils sont noirs. Dans un État kamakastique, les dirigeants courent le risque d'être destitués dès lors où ils ne sanctionnent pas ces forces de l'ordre qui commettent ces bavures. Donc, c'est ça la Kamakassi. Elle t'oblige d'être au service du peuple, au service des masses. Et la Kamakassi n'est nullement la démocratie africaine. Parce que la démocratie est sa sœur jumelle. Parce que la démocratie en elle-même, je l'ai dit, s'est inspirée de la Mahat qui régulait la vie en Égypte. Donc, la démocratie est la sœur jumelle de la Kamakassi, sauf qu'elle, elle s'est exportée, elle a grandi avec toutes les déviances qu'on connaît, elle a grandi avec l'immoralité qui nous a conduit à la zoophilie. Je ne veux pas parler de l'homosexualité, parce qu'ils vont dire qu'ils ont adopté ça comme mode de vie. Mais on s'est retrouvé en train de faire l'amour avec des animaux. On s'est retrouvé en train de légaliser des églises dédiées carrément à Satan, sous le prétexte que c'est la démocratie, la liberté d'expression. Encore que s'il y a liberté, pourquoi on interdit la polygamie? Les gens devraient être libres de poser autant de femmes qu'ils veulent. Donc, vous voyez que c'est toujours la géométrie variable. Hein. Il y a toujours beaucoup de contradictions dans cette approche de gouvernance, dans ce système politique. Parce qu'un coup, on nous dit la démocratie garantit la liberté d'expression. Oui, la Kamakassi la garantit. Vous êtes libre de saisir le Conseil national de médiation demain, de faire mention de vos récriminations, de dénoncer ce qui vous tient à cœur. C'est ça votre liberté d'expression, mais dans un cadre bien régulé. Par contre, la démocratie dit qu'il y a liberté d'expression, il y a liberté simplement, mais s'il y a liberté d'expression, pourquoi il y a des choses qu'on ne doit pas dire aux dirigeants? S'il y a liberté, pourquoi on interdit aux gens? Pourquoi on stigmatise la polygamie, mais toutefois on valorise l'homosexualité? Donc c'est autant de paradoxes qui aujourd'hui, nos dirigeants, que nos sociétés aujourd'hui veulent copier les yeux fermés. Je dis non, non, nous devons repenser la société, repenser l'humanité et merci encore mon cher Samuel de nous offrir cette plateforme-là, de nous offrir ces opportunités. Parlant de la santé, j'ai moi créé ce que j'appelais le projet Amour. Amour, c'est l'assurance maladie obligatoire, universelle, responsable et républicaine. J'ai organisé la santé au Cameroun demain comme aucun pays dans le monde, je dis bien dans le monde, ne l'a jamais organisé. J'explique si vous me permettez. Vous me permettez de vous présenter le projet Amour. Exactement. Oui, vous avez tout le temps. Hein? Ouais. Merci. Avec le projet Amour, chaque citoyen demande l'obligation d'avoir une carte d'assuré maladie. Cette carte d'assuré maladie coûte moins de $10, soit 4 000 francs CFA. Ça fait $8.
Alors, quand vous avez la carte d'assuré maladie, vous avez l'obligation de cotiser mensuellement. Si vous êtes sans emploi, vous cotisez 500 francs, soit $1. Si vous êtes une personne à mobilité réduite, vous cotisez 250 francs, un demi-dollar. C'est 50 cents, I think. Si vous êtes une personne qui a une source de revenus formelle ou informelle, vous cotisez 2,5% de vos revenus. Maintenant, avec votre carte d'assuré maladie, bien sûr, faute de le faire, faute d'avoir votre carte d'assuré maladie, vous ne pouvez rien faire, assumer comme charge sociale dans la cité. Ça veut dire qu'à tous les coups, on vous exige la présentation de votre carte d'assuré maladie et vous devez être à jour dans vos cotisations. Maintenant, quand vous avez donc cotisé mensuellement 500 francs parce que vous êtes étudiant, parce que vous êtes mineur, parce que vous êtes sans emploi, 250 francs CFA, parce que vous êtes handicapé, une personne à mobilité réduite, 2,5% de vos revenus. Ça veut dire que vous touchez 100 000, vous cotisez 2500. Vous touchez 1 million, vous cotisez 25 000 et ainsi de suite. Maintenant, quand vous avez donc cotisé et que vous tombiez malade, quelle que soit la maladie, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans le centre hospitalier de votre choix en charge de la maladie ou de la pandémie dont vous souffrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un banal mal de tête, vous n'allez pas à l'hôpital général ou à l'hôpital obstétrique, dans les hôpitaux de première génération, vous allez soit dans un PMI ou dans un dispensaire. Si vous avez un petit palu, il y a des centres appropriés pour ça. Si vous avez un cancer ou une maladie grave, vous allez dans les hôpitaux de première génération. Une fois que vous y êtes, il y a donc des salles, si vous voulez, des bureaux prévus pour la société d'assurance sanitaire où on vous enregistre. On vous rentre vos coordonnées dans le database, la base des données. Les médecins vous auscultent, donc on vous consulte pour voir de quoi vous souffrez. Et si vous devez être pris en charge, c'est rentrer dans la base de données. Quelle que soit la maladie, on vous prend en charge jusqu'à ce que vous soyez guéri. Et dès que vous êtes guéri, vous allez donc repartir dans ce bureau-là, vous informer que votre prise en charge est terminée. Le centre hospitalier en question dépose ses factures pour être réglé dans les 10 jours. Pourquoi 10 jours? 10 jours parce que les grandes firmes pharmaceutiques, les grossistes pharmaceutiques, déposent les médicaments dans les pharmacies et ils sont réglés sous quinzaine, donc tous les 15 jours. Donc nous, en réglant les hôpitaux dans les 10 jours, on leur donne la possibilité de régler les pharmacies avant les 15 jours pour que les pharmacies à leur tour règlent les grossistes. Donc on ne brise pas la chaîne. Et là, même si vous devez être hospitalisé, vous êtes pris en charge jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Et on ne va pas tomber malade le même jour. Donc dès que vous êtes rétabli, donc, vous repartez chez vous et la société d'assurance sanitaire, la SAS, qui va gérer ce projet, a 10 jours pour régler les factures. Maintenant, je vais aller pour dire ceci, pour qu'un centre hospitalier soit pris en compte. Et là, j'arbore donc dans le sens du docteur Charles Hobson pour lui faire plaisir, pour le rassurer. Pour qu'un centre hospitalier soit pris en compte, il faudrait qu'il ait en son sein un pavillon en charge de la médecine traditionnelle, de la médecine même moléculaire s'il le faut, et à côté, il y a la médecine moderne. Donc, si un centre n'a pas en son sein le pavillon chargé de la médecine traditionnelle, il n'est pas pris en compte. Vous êtes sûr que si vous y allez, vous réglez vos factures vous-même. Ce projet règle les problèmes des hôpitaux clandestins, des centres hospitaliers clandestins. Parce que si vous allez dans un centre hospitalier clandestin, vous réglez vos factures vous-même. Ce projet règle la qualité de l'offre sanitaire. Parce que justement, chaque centre hospitalier est tenu d'améliorer son plateau technique et la qualité de ces professionnels, de ces médecins, pour attirer la clientèle. Parce que si votre personnel n'est pas professionnel, personne ne vient chez vous, vous ne gagnez pas d'argent. Donc, vous avez l'obligation d'avoir un personnel professionnel, et ça touche dans l'aspect formation. Vous avez l'obligation d'avoir un plateau technique amélioré pour être compétitif. Donc, ce projet crée l'émulation.
Et maintenant, vous avez l'obligation d'avoir un pavillon en charge de la médecine traditionnelle. Ça permet donc d'avoir des opérateurs de médecine traditionnelle répertoriés. Ça nous éloigne donc des charlatans. Ça règle le problème des charlatans et ça régule aussi ce secteur-là. Maintenant, donc, je m'avais sur l'aspect purement quantitatif pour que vous compreniez mieux. Si nous tablons sur 20 millions d'assurés potentiels, si 20 millions de personnes paient leur carte d'assuré maladie à 4 000 francs CFA, ça fait exactement 80 milliards de francs CFA. 20 millions de personnes qui payent 4 000, ça fait 80 milliards, je pense. Maintenant, 20 millions, 4 000, ça fait 80 milliards, je crois. Ça fait 80 milliards de francs. Maintenant, nous prenons le ratio de 1 000 francs par assuré maladie parce qu'on se dit, bon, on a 20 millions d'assurés maladie, Jacques a cotisé 25 000 parce qu'il touche 1 million, Antoine a cotisé 2 500 parce qu'il touche 100 000, Suzanne a cotisé 500 francs parce qu'elle est mineure, Alain a cotisé 500 francs parce qu'il est sans emploi, Suzanne a cotisé 250 francs parce qu'elle a la mobilité réduite, elle est handicapée. Si nous prenons donc tous ces fonds, on divise par le nombre par 20 millions d'assurés maladie, ça nous donne un ratio de minimum 1 000 francs CFA, 2 $. Alors si on prend donc 1 000 francs CFA pour 20 millions d'assurés maladie, la moyenne de 1 000 francs, pour 20 millions d'assurés maladie, ça fait 20 milliards de francs CFA de recettes mensuelles pour la couverture sanitaire. 20 milliards de recettes mensuelles. Quand on a multiplié ça par 12 mois, ça nous fait exactement 240 milliards de francs CFA. Quand on ajoute à ça 80 milliards, parce qu'on a 80 milliards en danger avec les cartes d'assuré maladie, ça nous fait 320 milliards de francs CFA. Alors, 320 milliards, nos compatriotes les Camerounais sont en santé. Et je rappelle que ça peut être reproduit dans n'importe quel pays au monde. Maintenant, avec ces 80 milliards-là, ces 320 milliards, parce que 80 milliards plus 240 milliards pour 20 milliards en 12 mois, ça fait 320 milliards. Nous avons donc mobilisé ces fonds sans tenir compte du budget sanitaire prévu dans le budget annuel de l'État. Et sur l'exercice budgétaire passé, selon les statistiques de l'INS, le Cameroun avait un budget sanitaire qui oscillait aux alentours de 153 milliards. Donc, si on regarde dans le budget sanitaire, nos compatriotes sont déjà en santé. Les 153 milliards constituent tout simplement une plus-value qui permet donc de diversifier l'économie, d'améliorer les plateaux techniques et ainsi de suite, de promouvoir la recherche, d'assurer la formation du personnel. Bref, c'est une valeur ajoutée. Voilà donc le projet Amour. Le Camerounais est donc en santé, moyennant un coût, je dirais, symbolique, mais de toutes les façons, dans ce projet, le peuple participe sans que cela ne se ressente sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes, sur le pouvoir d'achat sur le panier de la ménagère. Donc c'est ça le projet Amour. Donc avec le projet Amour, ça règle donc les questions sanitaires. Avec le projet Amour, un projet comme celui de vaccination qu'on amène, une équipe aurait étudié, la société d'assurance sanitaire aurait épluché la faisabilité et l'opportunité d'une campagne de vaccination avant que celle-ci ne prenne corps. Donc voilà les réponses que nous amenons au manquement que notre société a aujourd'hui. Je ne veux pas faire la critique acerbe, la critique pour la critique. Ceux qui me connaissent savent que je ne dénonce jamais ce que les politiciens actuels font, parce qu'ils sont là dans le fanfaronnisme, comme je vais dire, ils sont dans le populisme. Mais je dis l'agitation n'est nullement une garantie d'efficacité. L'agitation n'est nullement synonyme d'efficacité. Donc je pense que nous avons pensé la société. Tu parlais tout à l'heure d'industrialisation, de création d'emplois. Dans notre projet de société, nous parlons de créer 200 hommes d'affaires annuellement en tenant en compte l'espace économique CEAC Nigeria
qui tourne aux alentours de 400 millions de consommateurs potentiels. Et en ça, je peux louer ce que le régime actuel a fait avec la construction des barrages de Mekin, de Lompangar, de Memvele, de Nachtigal, parce que cette capacité accrue, énergétique accrue, permet de dresser le lit de l'industrialisation. Donc une grande nation est en marche, mais j'appelle simplement nos compatriotes à ouvrir les yeux, à sortir du populisme, à sortir du repli identitaire, à sortir des manipulations des politiciens qui ont été à la solde des régimes hier. Donc je dis, nous sommes des hommes neufs, on arrive en politique avec la main blanche. Avec la main blanche, nous partirons. Aujourd'hui, les gens sont peut-être sourds, ils sont peut-être aveugles. Oui, Pharaon l'était hier quand Moïse est allé le voir pour libérer le peuple. Le peuple était aveugle, il ne suivait pas Moïse. Mais le temps de Dieu n'était pas arrivé parce que quand Dieu son temps arrive, il touche le cœur et les gens ouvrent les yeux et ils suivent le guide, ils suivent le libérateur. Et ensemble, je pense donc que nous avons vocation à libérer notre continent parce que demain, avec la Kamaklassi, quand vous allez en Occident, à Paris ou je ne sais pas moi, à New York, négocier avec les Occidentaux pour brader nos richesses, dès que vous avez pris le pouvoir, si vous nous maintenez dans le CFA, alors que c'est contre nos intérêts, au bout de 3 ans, vous êtes devant le tribunal d'évaluation populaire, vous devez nous dire pourquoi vous nous maintenez dans une monnaie qui dessert notre économie. Ça peut vous valoir une destitution. Si vous passez le contrat à un pays sur la base du gré à gré sans lancer d'appel d'offres, vous devez expliquer pourquoi on a un pays qui était prêt à nous faire gagner 1000 milliards dans les caisses du trésor public. Vous avez préféré donner le contrat à quelqu'un qui nous donnait seulement 300 milliards parce que justement, il devait vous faire des rétrocommissions de 50 milliards sur votre compte. Donc là, vous n'avez pas les coudées franches. À tout moment, le peuple peut vous arrêter à travers la représentativité du tribunal d'évaluation populaire qui est constitué des députés, des ambassadeurs, 10 députés, 10 ambassadeurs, les 2 anciens en fonction dans chaque continent. Il a les forces de défense et de sécurité coordonnées par le Conseil constitutionnel, le Conseil national de la communication, le Conseil national de médiation, la société civile. Donc c'est tout cet ensemble-là qui forme, qui coordonne, qui constitue des membres du tribunal d'évaluation populaire. C'est eux donc qui représentent le peuple et qui peuvent donc soit féliciter un dirigeant, soit le blâmer, soit l'amender ou le destituer purement et simplement en cas de faute de gestion, si en cas de non-atteinte des objectifs fixés vis-à-vis des populations. Voilà ce que je pourrais dire une fois encore. Merci encore, Président. Mais Dr. Charles, est-ce que vous avez encore autre chose à ajouter? Surtout brièvement sur la vaccination des enfants là, dont on avait programmé. Vous dites quelque chose à propos? Oui, je vais dire quelque chose brièvement là-dessus. Bon, en fait, ce que je voulais dire à propos de la vaccination... Excusez-moi, vous pouvez tourner votre caméra, vous êtes... Parce que, effectivement, voilà, moi, ça va? Ça va. OK, parce que quand on a reconnecté là, apparemment, tout a flippé là. C'est ça. Bon, je disais que, bon, au sujet de la vaccination, parce que c'est vraiment le sujet brûlant de l'heure, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce serait une très grave erreur de vacciner ces filles-là. Et je pense que nos autorités ont une responsabilité, non seulement politique, mais morale vis-à-vis de ces populations vulnérables. Parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur le plan scientifique à propos de ce vaccin-là prouve que c'est un vaccin qui n'est pas nécessaire. C'est un vaccin qui a causé énormément de dommages dans les pays où il a été administré. Parce qu'il faut remarquer les pays comme l'Angleterre, la Suède, le Japon, qui a repoussé complètement ce vaccin, hein, les États-Unis, il y en a bien d'autres encore. Ce vaccin a été administré dans certains de ces pays et ce qu'on a constaté, c'est que quand on n'avait pas encore administré ce vaccin, les cas de cancer du col de l'utérus
descendait, c'est-à-dire que c'était en décroissance sur le plan de nombre. Quand on a administré le vaccin sur une population, on a constaté une augmentation des cas du cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que ce vaccin ne marche pas. Parce qu'il faut comprendre comment le vaccin fonctionne dans le corps d'abord. Le vaccin, c'est un virus qu'on prend et qu'on affaiblit ou on endort. Une fois qu'on l'a endormi, il est transformé en vaccin. On y ajoute les métaux lourds qui sont dangereux pour la santé. L'aluminium, le mercure, le zinc et plein d'autres métaux qui sont dangereux. On les ajoute dans ce vaccin-là pour le stabiliser. Et on injecte, on administre le vaccin. Et on espère qu'en l'administrant, le vaccin va créer des anticorps qui vont permettre que quand le vrai virus va arriver, celui qui n'est pas endormi, le vaccin va pouvoir le neutraliser parce qu'il a créé une mémoire. Donc, c'est un peu comme si vous preniez un lion ou un tigre ou, je ne sais pas moi, un cobra. Vous lui injectez les tranquillisants. OK? Et vous le mettez dans la chambre. Et vous attendez que, bon, quand les autres lions vont arriver, ils vont voir que vous avez dompté celui-ci, ils vont avoir peur de vous. Ils vont rebrousser chemin. Mais le problème, c'est que il y a quelque chose qui va arriver. C'est le lion que vous avez endormi qui se réveille finalement contre vous et vous détruit. C'est ce qui se passe avec le vaccin du col de l'utérus aujourd'hui. C'est qu'au lieu que ça baisse le nombre de cas, ça a plutôt augmenté le nombre de cas sur les populations vaccinées. Donc, ce n'est pas un vaccin nécessaire. C'est un vaccin dangereux. Et si on l'administre, on est en train de tuer toute une génération pour rien, pour des raisons mercantilistes et politiques. Je pense que c'est un crime contre l'humanité d'administrer ce vaccin sur ces jeunes filles-là parce qu'elles n'ont pas la possibilité de se défendre, parce que peut-être on pense que, bon, on va se soumettre au joug des firmes, des grandes firmes internationales qui n'ont rien à voir avec le développement de l'Afrique, qui ne sont pas là pour faire avancer l'Afrique. Donc, ce vaccin, sur le plan scientifique, est dangereux. On le sait, on ne doit pas l'administrer ici. Il a échoué ailleurs. Il a échoué dans plusieurs pays. Il n'y a aucun pays dans le monde où ce vaccin a été administré. On a vu une constante décroissance des cas. Aucun pays dans le monde. C'est ça l'objectif du vaccin. C'est de réduire le nombre de cas. Dans tous les pays du monde, soit il y a une augmentation ou une très grande augmentation des cas. Donc, ce vaccin n'est pas utile. Il est dangereux. On doit arrêter. On ne doit pas l'administrer à ces filles-là. Et ceux qui vont le faire paieront pour cela. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Demain, quelqu'un d'autre pourrait l'avoir. Et ils vont rendre compte au peuple tôt ou tard. Donc, c'est dangereux. On n'a pas besoin de ça ici. Et d'ailleurs, moi, j'ai proposé des solutions naturelles. Il y a des solutions immunologiques naturelles qu'on peut utiliser pour protéger ces filles-là. Si on soupçonne qu'elles peuvent être exposées à ce virus qui cause le cancer de col de l'utérus, on n'en a pas besoin. Tous ceux qui vont pousser ce vaccin-là ont un autre agenda. Ils ont un autre programme. Ils ne sont pas là pour protéger ces filles-là ou alors pour protéger les populations. Ils vont plutôt compromettre leur avenir pour leurs besoins, leur intérêt personnel. Et justement, pourquoi on va prendre un vaccin? Simplement parce qu'on a foi en la vaccination. Alors que sur le plan scientifique, il n'a rien démontré. Il n'a rien démontré. Il n'a rien apporté. Partout où il a été utilisé. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse. Nous avons suffisamment de documentation aujourd'hui, pays par pays, pour démontrer aux gens, montrer aux gens que ce vaccin-là est dangereux. On ne doit pas l'utiliser et qu'il faut l'arrêter maintenant. Voilà donc ce que je voulais dire à propos du vaccin. Je vous remercie beaucoup et je vais juste ajouter que ceux qui sont derrière les vaccins, ce n'est pas nécessairement les pharmaciens, c'est les riches, c'est les gens très riches. Ce n'est pas les médecins comme vous. Mais le riposte que je pense que nous, les Africains, nous devons faire, c'est faire des points de presse, faire des documentaires avec des personnes, des points de vue, des médecins comme vous, et peut-être rencontrer ceux qui ont signé
les documents pour imposer ça aux enfants. C'est notre rôle, ça. Tout à fait. C'est notre rôle. Tout à fait. Que nous, Tout à fait. on vous interviewe, tout ce que vous avez à dire, c'est dire ce que vous avez dit, ce que la médecine dit, les scientifiques disent de ces vaccins. Ça ne va pas seulement pour les vaccins, c'est pour d'autres choses. Parce que, bien sûr, comme vous le connaissez, chez nous en Afrique, il y a les fumiers, là, les fumiers comme dans les plantations là, qu'on n'utilise pas en France. On a banni ça en France depuis des années, mais on utilise ça chez nous. Vous voyez, on utilise là chez nous continuellement. Tout à fait. Ces vaccins dont nous parlons là, il n'y a pas ça ici. On ne vaccine pas les enfants ici. Donc, c'est généralement des gens qui veulent faire de l'argent sur les vaccins. Les vaccins, comment ça se paye? On vaccine ces enfants-là, les enfants, on ne leur demande pas de payer. C'est parce que les gouvernements, les riches comme les guides là, on les paye sans... Il y a déjà des budgets pour ça que le gouvernement même, et des gouvernements du monde payent. Donc, tout ce qui semble, c'est compter le nombre de gens qu'ils ont vaccinés. Pour avoir cet argent, c'est seulement compter, on a vacciné telle personne dans tel pays. Et très souvent, beaucoup, c'est en Afrique. Beaucoup, c'est en Afrique. Encore une fois, ces gens qui viennent nous vacciner, ce n'est pas les médecins. Et en parlant de la médecine aussi, on dit que plus de 80% des médicaments qui sont vendus au Cameroun, en Afrique, c'est faux. Ce sont de faux médicaments. C'est pourquoi mon point, j'insiste toujours que nous devons mettre des gages pour contrôler nos aliments, tout ce qui vient chez nous, parce que souvent c'est les déchets qu'on envoie chez nous là. Il va falloir au moins que le gouvernement, n'est-ce pas, mette sur place des structures pour contrôler, même les NG, le World Bank, WHO, l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas qu'on n'est pas contre eux, mais si passer par des docteurs comme vous, si travailler avec les docteurs comme vous, pour, n'est-ce pas, certifier que ce que nous avons d'eux est bien pour nous, ça ne devrait pas être un problème. Le problème maintenant, c'est qu'ils ne veulent pas que vous soyez au courant de ce qu'ils font. Parce que c'est mauvais. C'est la lumière, comme on dit. Et maintenant, c'est d'exposer ceux qui sont derrière. C'est seulement ce qu'on peut, tout ce qu'on peut faire pour le faire cesser ces genres de manigances, c'est de les exposer. Par exemple, le ministère de l'Éducation, la femme qui a signé, il va falloir l'exposer. Parce qu'il va exposer celui qui, n'est-ce pas, lui dit de faire des choses. J'ai vu que j'ai les documents qui ne sont pas signés. Ils ont écrit les propositions et tout ça. Peut-être qu'ils ont emmené au ministère. Le ministre n'a pas signé. Mais ça ne l'a pas empêché qu'ils programment les vaccins. C'est depuis 2019. Ce n'est pas signé les documents qu'ils ont préparés pour l'exposer ces vaccins-là au Cameroun. Il y a les noms des ministres et tout ça, des gens qui devaient signer. Il n'y a pas de signature là-dessus. Donc, c'est à nous d'être vigilants et puis nous d'organiser, de make sure que, surtout les civils, parce qu'ils passent par le gouvernement à travers des personnes, n'est-ce pas, malhonnêtes, des personnes qui ils ont préparé eux-mêmes. Ils ont préparé ces gens-là. Donc, pour ça, j'espère qu'on ne va pas insister, mais c'est ma façon d'exposer le problème qu'il n'y a pas que le vaccin. Nous devrons nous prendre en charge. Nous devrons nous prendre en charge. Et on a tout ce qu'il faut pour le faire. Et puis, je vais ajouter que vous savez, dans les pays développés, le plus grand problème, c'est quoi? C'est l'emploi. C'est le travail. Donner le travail aux gens. C'est là le pire. C'est ce qu'ils ont peur le plus. Par exemple, aux États-Unis, quand
les gens ne travaillent pas. Parce que c'est là maintenant qu'ils vont gréver. Il y en a ici maintenant qui font des grèves parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais chez nous, ce n'est pas un problème. Parce qu'on est soumis, on nous a affamés, on nous soumet. Ici, on donne à manger aux enfants du bas âge jusqu'à ce qu'ils vont à l'université. Vous vous rendez compte? Donc, j'insiste pour moi, comme vous êtes là aujourd'hui, les gens sur qui nous pouvons compter, il faut à tout prix qu'on ait des structures sur place pour contrôler ce qui vient en Afrique. Parce que si on contrôle, ils savent qu'ils ne peuvent pas venir vacciner les gens comme ils veulent. Là, ils ne font même plus essayer. Parce que le motif, c'est l'argent. C'est qu'ils savent que s'ils viennent en Afrique, leurs produits là ne vont pas passer. Même les guerres là vont finir. Parce que c'est les guerres d'intérêt. C'est pourquoi même les phones, là, les téléphones maintenant, c'est plus puissant que les missiles. Parce qu'on va prendre les photos des gens, on va les exposer sur Facebook. Et comme nous, l'être humain aime être aimé. Même si tu fais des conneries, tu ne veux pas que les gens sachent, parce que quand on sait, on ne va pas t'aimer. Donc, c'est maintenant les exposer. Exposer ceux qui sont derrière ces affaires, c'est l'arme la plus puissante que nous avons aujourd'hui. La vérité, les exposer. Parce qu'entre nous, si on pouvait peut-être contrôler entre nous là ce que nous faisons, vous allez voir qu'on va émerger. Parce que quand vous êtes en train de travailler comme ça, là, il y en a, ils sont en train de make sure qu'il y a des gens à côté, vos amis, vos frères qui vont boycotter saboter ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi nous avons des guerres. Parce que quand je vais apporter des initiatives, ils vont créer des radios, ils vont créer des télévisions pour me combattre. Et ils les payent de l'extérieur. Mais c'est à nous maintenant, avec notre petite structure, là, d'aller en public, dire que non, vous avez telle personne fait ceci, mais c'est pourquoi nous pensons que c'est faux et qu'il est payé par telle personne. Voilà où ça vient son financement. Voici pourquoi il travaille. Et c'est ça, c'est dans ce sens que nous pouvons aider en tant que, n'est-ce pas, les hommes médias, parce que nous pouvons aider à convoquer, mettre des discussions en place. N'est-ce pas? Donc, je vous remercie beaucoup et on a beaucoup parlé. Si vous voulez ajouter quelque chose pour close, j'aimerais peut-être, n'est-ce pas, commencer avec le président. On va clôturer la soirée. Et puis, je disais qu'on a toujours l'opportunité de refaire ça là, à tout moment. Merci encore, mon cher Samuel, de me passer la parole. Je dis, les problèmes d'une nation, les problèmes d'une communauté ne peuvent justement se gérer en si peu de temps, mais je pense que chaque fois où l'opportunité nous est donnée d'apporter du nôtre, chaque fois l'opportunité nous est donnée de contribuer à l'amélioration de la cité, pourquoi pas. Sur cette question de vaccination, ce que je peux dire, c'est que jusqu'ici, c'est d'ailleurs à regret, hein, parce que beaucoup de nos compatriotes ne suivent pas toujours, parce que justement, quand vous décriez une campagne comme celle-là, vous avez contre vous vos propres compatriotes qui vous disent « mais laissez tomber, on a vacciné ma soeur hier, jusqu'aujourd'hui on n'a aucun effet secondaire, vous avez fait des recherches pour hépatite et patata, vous avez des journalistes, des blogueurs à la solde de ces gens-là qui justement prennent de l'argent, mais on leur demande si vous êtes tellement convaincus de l'opportunité d'une telle campagne, ben, ce n'est pas compliqué de nous rassurer. Faites vacciner vos enfants, vos nièces, vos cousines et que sais-je encore.
amenez-les à la télé, vous dites, bon, moi je suis ministre, voilà ma nièce, voilà mon enfant, je les vaccine d'abord. Ça rassure le peuple. Maintenant, l'enfer, c'est toujours les autres. Ce sont les enfants des autres qui sont les cobayes. De toutes les façons, je l'ai dit dernièrement au docteur Charles Hobson, j'ai saisi le chef de l'État dernièrement, comme je l'ai souvent fait, il m'a écouté. Ben, je leur ai dit, si sur ce coup, et nous l'avons dit dans la vidéo que nous avons fait avec le docteur Charles et l'ex-footballeur Bisset, Jean-Jacques Bisset, nous avons dit, je leur ai dit très clairement, si vous n'apportez pas de suite à cette dénonciation que nous faisons, ben écoutez, les sanctions seront rétroactives. Préparez-vous à assumer demain. Et ça, je le pense. Donc, on a un projet de société en béton qui cadre avec les besoins, les aspirations du peuple. Je pense qu'une fois que nous l'avons porté, une fois que nous le présentons à nos compatriotes, parce que les cadres disaient le bon sens, c'est la chose la mieux partagée, je crois qu'on leur donnera les codes, les clés pour discerner le bon grain de livret. Ils sauront donc que voilà, dans cet océan fait de politiciens populistes, il y a de la bonne graine, et cette bonne graine-là, c'est nous. Donc je dis, je suis d'autant plus flatté quand j'entends les problèmes que pose mon cher Samuel. Ça me flatte parce qu'à tous ces problèmes, nous avons pensé des réponses. Nous avons pensé la société camerounaise depuis 15 ans. J'étais conseiller quand même de 4 chefs d'État que j'ai accompagnés dans des élections qui les ont gagnés. Donc, je n'ai pas vocation à passer ma vie dans les jupons de chef d'État. Je pense donc que voilà, le moment arrive où notre savoir-faire se fera faire savoir. Donc, je dis merci encore de l'opportunité qu'on m'offrait à travers cette plateforme des opportunités comme celle-ci. C'est regrettable parce qu'on a chez nous des médias qui sont à la solde des lobbies, qui ne vous tendent pas toujours le micro parce que justement, ils ne veulent pas déplaire à certaines personnes. Mais je dis, comme nous l'avons d'ailleurs dit à l'entame, la destinée, on ne l'arrête pas. On ne n'est pas chef, on ne devient pas chef, mais on est chef. On a des prédispositions à la royauté parce que Dieu connaît le roi. Il ne connaît pas le président. Et puis un jour arrive où on l'exerce. Donc je dis simplement, à ma qualité de prochain chef de l'État, jusqu'à ce que le contraire me soit prouvé, je dis merci à Dieu et j'espère que voilà, nous bâtirons ensemble demain cette société camerounaise que nous appelons de tous nos voeux, où chacun apportera du sien, où nous ferons de nos divergences et de nos différences un puissant levier de développement qui redonnera à notre nation sa grande place dans le temps, dans le concert des pays développés, dans le concert des grandes nations. Merci encore, je vous souhaite un très bon week-end. J'adresse mes hommages fraternels à vous et à vos proches et que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide, qu'il bénisse notre nation. Merci encore. Merci encore infiniment, Président. Docteur Charles, vous pouvez peut-être ajouter votre mot pour qu'on finisse la conférence pour aujourd'hui. D'accord, merci. Tout d'abord, je voudrais, mon cher frère Samuel, remercier l'opportunité qui m'a été offerte de m'exprimer au sujet de la vaccination et d'autres problèmes auxquels vont faire face l'Afrique, auxquels fait face l'Afrique et le Cameroun en particulier. Okay? Je peux simplement dire que au-delà de la santé, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il faut mettre l'emploi d'abord au centre de tout. C'est d'ailleurs pour ça que quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, parce qu'on m'a invité là-bas pour faire un exposé sur l'impact économique de la médecine naturelle africaine. J'ai effectivement démontré qu'à travers notre médecine, nous pouvons créer des centaines de milliers d'emplois au Cameroun. Parce que j'ai donné l'exemple du Simon Opsic, qui est un petit, c'est juste un petit flacon comme ça, là, que les Chinois ont développé à partir de leur médecine traditionnelle.
Ils ont développé ce petit flacon et ils l'ont utilisé en Chine pendant des années. Ensuite, ils l'ont amené à travers le monde. Et depuis plus de 50 ans, ce petit flacon a servi comme plateau technique. Parce que chaque fois que quelqu'un avait un petit mot de tête, douleur, on utilisait le Small Novice. Mais c'est un produit traditionnel de la médecine chinoise. Et ce produit-là a ramené les devises en Chine. Jusqu'à aujourd'hui, les Chinois reçoivent l'argent que nous dépensons ici pour utiliser le Small Novice. Alors qu'on a des milliers de Small Novice locaux qu'on pouvait développer pour également les vendre à travers le monde et créer des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Je l'ai dit aux députés, ils l'ont compris. Ils m'ont donné un standing ovation. Donc, j'ai compris qu'il y a quelque chose ici qui a démarré. Parce qu'avant la COVID, on n'écoutait pas. On ne pouvait pas écouter. Il fallait attendre que l'OMS donne son accord, donne son point de vue pour qu'on écoute. Aujourd'hui, de plus en plus, je pense qu'on est en train d'écouter. On a eu une deuxième opportunité avec le groupe parlementaire chargé de la promotion de la médecine africaine à l'Assemblée nationale. Un groupe qui a été constitué par le président Kaba Yégué-Dubré, le président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui a donné les instructions pour créer ce groupe-là, dont le but est de se rapprocher des opérateurs, des chercheurs dans cette médecine-là pour leur permettre d'être mieux canalisés, de passer les lois pour opérer en toute sérénité pour aider les populations. Parce qu'il ne faut pas oublier que 80 à 90% de la population au Cameroun se sert de la médecine traditionnelle africaine pour se soigner. Donc, c'est la plus grande partie de la population qui a besoin de l'amélioration de cette médecine-là. Et cette médecine-là ne va pas seulement se limiter au Cameroun, ça ne va pas se limiter en Afrique, ça va aller à travers le monde parce qu'elle est efficace, elle a fait preuve de son efficacité et même sur le plan scientifique aujourd'hui. On le sait dans les plus grands laboratoires du monde que les molécules biologiquement correctes, c'est-à-dire les molécules naturelles, sont les seules molécules qui peuvent garantir la santé et la longévité à long terme. C'est les seules molécules, les molécules que Dieu a créées, pas celles que l'homme crée dans les laboratoires. C'est prouvé. Vous allez à Harvard, vous allez trouver cela. Vous allez à NIH, ils ont cette information. Vous allez à Stanford, ils ont cette information. Malheureusement, le public n'a pas accès à cette information. Donc, je voudrais ici dire que les gens ne se leurrent pas. L'avenir de la médecine, c'est la médecine naturelle. Les gens doivent être édifiés et comprendre cela. Si vous voulez vivre longtemps, vous voulez vivre jusqu'à 110 ans, comme on le dit scientifiquement, optez pour les molécules naturelles. Parce que les molécules de synthèse fabriquées par les firmes pharmaceutiques vont toujours créer d'autres maladies dans le corps. Et c'est prouvé. Vous commencez par exemple par le diabète, on vous dit, vous êtes diabétique, vous allez rester diabétique pour le reste de votre vie. Alors qu'en réalité, moi, je soigne le diabète en 3 mois. J'ai déjà plein de gens qui ne prennent plus les médicaments du diabète ici. Parce qu'ils viennent chez moi et ils utilisent les molécules naturelles. Le corps humain, c'est la plus grande pharmacie au monde. Les molécules naturelles, c'est la seule voie pour restaurer la santé dans le corps. Il n'y a pas autre chose. Qu'on le comprenne, que ce soit pour la COVID ou pour d'autres maladies. Il en est de même pour le cancer. J'ai des gens qui sont passés par les hôpitaux de référence. On leur a administré la chimio, on leur a administré la radiothérapie, on leur a administré la chirurgie et quelques temps plus tard, la masse est revenue, c'est-à-dire que la tumeur est revenue. Ils ont été guéris aujourd'hui, il y a des témoignages là-dessus. Tout ce que je dis est documenté. Donc, je dis l'Afrique a une très grande chance d'avoir énormément de plantes médicinales qui peuvent adresser presque tous les maux qu'on a. On n'a pas besoin d'importer. Moi, je ne suis pas fait par la politique. On n'a pas besoin d'importer des médicaments au Cameroun aujourd'hui. Si le gouvernement s'y met et essaie de mobiliser le maximum de chercheurs et pour valoriser leurs produits de recherche. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse. On va plutôt vendre nos médicaments au monde entier et sauver les vies. Donc, c'est ce que je voulais dire à propos de la création des emplois. Merci beaucoup, mon frère Samuel, pour...
Dr. Charles a des problèmes. Président, vous me suivez? Oui, oui, je voulais ajouter que mon cher Samuel, par rapport à ce que le docteur Charles vient de dire, je tenais à préciser que la relance de l'emploi, la création d'emplois, l'amélioration de la santé, bref, tout bon projet qu'on peut concevoir en Afrique se heurtera toujours à un cancer qu'on doit prendre en compte, que j'appelle la corruption. Tant qu'il y aura la corruption, l'Afrique ne décollera pas. Alors je pense donc que l'éradication de la corruption passe par l'audit des finances publiques, ça passe par le rééchelonnement de la masse salariale, ça passe par l'éducation, la restauration de l'éthique. Alors je dis donc, si on a cette lutte contre la corruption-là, et qu'on mette en place des mécanismes d'éducation éthique, d'éducation civique, qu'on mette en place des mécanismes pour le toilettage du fichier solde de l'État, l'audit des finances publiques, le rééchelonnement de la masse salariale, on fermera définitivement la porte à la corruption. Parce que justement, des campagnes inopportunes de vaccination comme celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont que les dérivés de la corruption. Et je crois que si nous devons traiter le problème à la racine, il faut aussi qu'on passe par là. Tant qu'il y aura la corruption, quel que soit le projet que l'Afrique peut penser, ça ne décollera jamais parce qu'il y aura toujours des nègres de service pour prendre des pots de vin, pour prendre des rétrocommissions, pour tuer les meilleurs, pour étouffer les bonnes initiatives dans le. Voilà ce que je tenais à ajouter. Yeah, merci encore. On a perdu Dr. Charles. J'ai été coupé là, je reviens là. C'est ça. Merci beaucoup. Yeah. Voilà, merci. Je voulais justement. Donc, ça s'est coupé là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Anyway, on est là. Donc, c'était vraiment une bonne opportunité pour nous de nous exprimer. Merci beaucoup, mon frère Samuel, pour l'initiative. On va continuer à mener ce combat jusqu'à ce que la puisse être libre. Again, je suis infiniment, n'est-ce pas, grateful pour nous avoir ici ce soir. Et je pense que ce n'est que le début. Absolument. Je souhaite que ce soit, n'est-ce pas, un début de quelque chose productif pour nous et pour l'Afrique. Parce que, comme j'ai dit, comme je connais avec ma culture, mon éducation, mais quand Dieu vous donne beaucoup, c'est pour servir. Quand vous pensez, et parlant de la corruption, comme le président vient de dire, cette corruption, souvent, généralement, quand je regarde notre environnement en Afrique, souvent, ça me fait mal, mais je comprends, n'est-ce pas, souvent, ce qui se passe. Parce que je suis dans une société des gens extrêmement wicked, puissants et qui sont des... I don't know, je sais pas si c'est insulté, appeler certains le diable ou quelque chose comme ça, des actes diaboliques. Ce sont des gens vicieux, je veux dire, c'est un peu mieux. Des gens vicieux. Parce que il faut être extrêmement, n'est-ce pas, divin pour ne pas tomber sur le coup des Occidentaux. Ils ont tout. Ils ont tout pour nous avoir. C'est pourquoi que j'ai souvent, quand je vais blâmer même nos leaders, là, souvent, je leur donne crédit. Et c'est à nous maintenant de leur dire que non, ils ne sont pas obligés. Et à partir de cette Covid-là, ça a rebalancé les choses. Maintenant, nous sommes à zéro. Absolument. Parce que même les États-Unis, même les Européens, là, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont là où nous sommes maintenant. Chacun pense ce qu'il y a à faire. C'est une opportunité pour l'Afrique de vraiment se redynamiser.
C'est une opportunité. Absolument. Amérique, on ne pouvait pas avoir ça avant. Comme je dis, Dieu connaît comment agir. Tout à fait. À nous maintenant de commencer à dire que refléter sur nous-mêmes est partie de notre base. Donc, comme vous avez parlé de Simon Norbesic, ici à l'université de Austin, Texas, où je suis, ils ont comment on appelle, le Ndolé. Ils ont fait des recherches, ils ont écrit des choses sur le Ndolé. Tout à fait. Le Ndolé, c'est... Tout à fait. Ils ont seulement les vertus de Ndolé. À l'université ici, là. C'est nos produits que nous ne connaissons pas, et que nous connaissons. Nous connaissons les vertus de Ndolé. C'est à nous maintenant de trouver les moyens pour les, n'est-ce pas, les valoriser. Les valoriser. Donc, on connaît nos produits. Bien sûr. Il y a quelque part dans les forêts de Gabon, de Cameroun, il y a des produits là-bas. Absolument. Qu'on ne peut pas. Vous ne pouvez pas aller toucher. On a dit que non. Vous ne les trouvez nulle part ailleurs. Voilà. Vous ne les trouvez nulle part ailleurs. Voilà. Vous ne les trouvez nulle part ailleurs dans le monde. Je suis infiniment content et vous remercie beaucoup encore une fois pour l'opportunité. Et maintenant, on a suffisamment bavardé pour ce soir, mais je pense que le président veut dire quelque chose. Je lui laisse l'opportunité. Oui, mon cher Samuel, non, c'était juste pour ajouter que croire en la destinée de l'Afrique, c'est penser que voilà, notre nation, par exemple le Cameroun demain, doit avoir ce que j'appelais les soldats d'intervention rapide, une armée républicaine, une armée dynamique, initiée même à la magie, aux pratiques mystiques. Parce que quand vous regardez dans nos villages, on a des doyens, des vieux qui arrivent à vaincre le feu, qui peuvent entrer dans les flammes. Vous avez des gens qui sont à l'épreuve des balles, des gens qui se découpent avec des couteaux sans que cela ne les blesse. Dorénavant, on peut avoir une armée d'1 million d'hommes qu'on initie à ces pratiques mystiques et traditionnelles-là, une armée au service de la protection de l'État et réinstaurer la formation militaire à partir de 14 ans. Dès lors où on a mis ces paradigmes en place, dès lors où on a posé ces préalables-là, je crois que les autres vont nous respecter. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Et le développement passe aussi par la puissance militaire, la puissance de feu. Donc je pense qu'avoir une armée d'1 million d'hommes, c'est déjà dissuasif. Et l'Afrique doit y penser. J'ai créé le projet de l'Alliance, la Ligue des Amis d'Afrique subsaharienne, parce que les Arabes se sont réunis dans une ligue qu'ils ont appelée la Ligue arabe. On a l'Union africaine, c'est vrai, mais j'ai estimé que sur les 54 pays africains, on a 5 pays arabes, le reste des 49 pays noirs peuvent se mettre ensemble autour d'une ligue, parler d'une voie commune, avoir un passeport commun, instaurer la libre circulation entre les membres de l'Alliance, avoir une monnaie commune. Bref, c'est possible. Et ceux qui se connaissent comme étant leurs amis peuvent demain adhérer à l'Alliance, à cette Ligue des Amis d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est ce que je tenais à ajouter. Parce que, comme je l'ai dit, même en 1 heure, 2 heures de temps, on ne saurait dessiner l'avenir d'un grand continent comme le nôtre. Mais je dis, nous avons mené des réflexions, des recherches, il y a des pistes de solutions. Et je crois qu'ensemble, si on porte cette vision, notre continent sera au rendez-vous du développement. J'ai pensé au Cameroun jusque dans ses moindres détails. Et demain, j'entends mettre sur pied justement cette armée de cire-là, les soldats d'intervention rapide. Le plus âgé aura 28 ans. Ce seront des jeunes performants, dévolus, avec une formation amphibie, dévolus à la sécurité de l'État. Ceux pour qui l'État sera sacré, on n'aura plus la situation où on a des bombardements comme en Libye. On vous dit l'armée a déposé les armes, comme en Côte d'Ivoire. Non, une armée d'1 million d'hommes qui prêtent serment, qui font allégeance aux institutions, prêtes à mourir pour la République, des forces spéciales surentraînées que l'obéir. Je crois que ça va dissuader ceux qui pensent que nous sommes des pantins. Voilà ma vision.
Merci encore une fois. Je suis flatté. Je suis flatté. Et à l'heure où il se fait au Cameroun, c'est vraiment, n'est-ce pas, l'honneur pour nous de vous avoir si tard la nuit. Et comme maintenant on se connaît, même la dernière fois on ne se connaît pas comme on se connaît maintenant, donc on va commencer, on va continuer sur cette lancée. Et merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour tout. Merci. Ouais. Merci. All right, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Connecté. On reste connecté. Oui, j'ai votre WhatsApp, j'ai votre contact WhatsApp, et on va continuer là-bas aussi. Hein. No problème. D'accord. Vous avez le mien aussi. Hein. Comme tu veux. Yep. Merci beaucoup. As you wish, when you wish. Okay. As you again. Bye bye. You're welcome. Bye bye. Je serai